Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle correction l'examen du français, session février 2024. C'était une session exceptionnelle. Il s'agit du cycle primaire et la spécialité bien sûr bilingue. On démarre avec la première question, question 31. À quelle catégorie grammaticale le mot souligné dans la phrase suivante appartient-il? Les parcs, les rues même, étaient pleins de demandes. Donc le mot souligné, c'est même. Est-ce un adjectif, un adverbe, une préposition ou une conjonction? Il s'agit bien sûr d'un adverbe. Donc la bonne réponse c'est B. Même est un adverbe ici, et puisque c'est un adverbe, elle est invariable. Rappelons bien sûr, en français nous avons 9 classes grammaticales ou catégories grammaticales. Nous avons les 5 qui sont variables, le déterminant, le nom, le pronom, le verbe, l'adjectif, et 4 catégories qui sont invariables, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Question 32. Quelle est la fonction syntaxique du groupe de mots soulignés dans la phrase suivante? Je lis la phrase. Il vaut mieux choisir un collaborateur conscient de sa responsabilité. Donc on va dire que ce segment-là, il s'agit d'un complément de nom. Donc il complète le nom un collaborateur. Donc le segment ou la partie soulignée n'est pas un complément d'objet direct, ni un complément circonstanciel de manière, ni un épithète. Question 33. Quel est le type de la phrase suivante? Nous nous attardons pas dans les généralités. Donc il s'agit bien sûr d'une phrase. Il s'agit d'une phrase impérative. Pourquoi? Parce comment l'adverbe de négation est placé au début de la phrase et le nous qui est placé ici, le nous, c'est un pronom réfléchi du verbe pronominal s'attarder. Voilà, donc c'est pas un pronom personnel sujet, donc c'est un pronom réfléchi qui est rattaché au verbe pronominal, donc s'attarder. Question 34. Laquelle des phrases négatives suivantes est incorrectement formulée? La bonne réponse c'est C. Aucun parent ne souhaite pas l'échec de ses enfants. Donc pourquoi cette phrase est erronée? Parce qu'on n'a justement aucun parent ne, donc on a rajouté le pas, donc le pas ne doit pas être là. Donc il doit disparaître puisqu'on n'a aucun. Question 35. Laquelle des phrases suivantes est une phrase simple? Donc c'est la première phrase, la phrase A. La chambre du jeune homme au 5e étage donnait, comme sur un abîme profond, sur l'immense tracé du chemin de fer de l'Ouest. Donc c'est une phrase simple, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a un verbe conjugué qui nous donne bien sûr une phrase simple, une proposition et une phrase simple. Alors que les phrases B, C, D sont des phrases complexes, car elles contiennent plus d'une proposition, c'est-à-dire il y a plus d'un verbe conjugué dans chacune de ces trois phrases B, C et D. Donc il y a deux verbes, pardon, ce qui nous donne bien sûr deux propositions, ce qui nous amène à dire que ce sont des phrases complexes. Question 36. Combien y a-t-il de propositions dans la phrase suivante? Je lis la phrase. La ville descendait en se creusant par une courbe longue avec ses coupoles, ses temples, ses toits d'or, ses maisons, ses touffes de palmiers, ça et là, ses boules de verre d'où jaillissaient des feux, et les remparts faisaient comme la gigantesque bordure de cette corne d'abondance qui s'épanchait vers lui.
Donc nous avons 4 propositions. La bonne réponse c'est B. Nous avons 4 propositions. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 verbes conjugués. Descendez, jaillissez, faisait, s'épancher. Donc 4 verbes conjugués à l'imparfait. Question 37. Lequel des mots ci-dessous convient pour compléter la phrase suivante? Les heures précédant le début du spectacle sont consacrées au contrôle technique. Donc, la bonne réponse c'est A, précédent. Donc, le mot précédent qu'on a choisi, c'est un participe présent du verbe précéder. On peut remplacer le participe présent par qui plus le verbe conjugué précédé. Donc, les formes en la phrase B précédent et en C précédente et en D précédent avec un S sont des adjectifs et non pas des participes présents. Pourquoi on a dit un participe présent? Parce qu'il se termine par ANT. Un petit rappel concernant le participe présent. Il est formé, donc on forme le participe présent. On prend bien sûr le verbe plus ANT. Mais le verbe, c'est le radical de la première personne du pluriel du présent. Donc nous lisons, je prends le lise et j'ajoute le ANT. La même chose pour manger, boire, faire, être, avoir, savoir, etc. Question 38. À quel temps et à quel mode le verbe écrit en gras dans la phrase suivante est-il conjugué? Avec ces vieilles lunettes, il est probable que tu vois, donc c'est le verbe en gras, que tu vois les choses à l'envers. Bien évidemment, il s'agit du subjonctif. Donc c'est bien sûr, c'est le subjonctif présent ou le présent du subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il y a que, il est probable que tu vois. Question 39. Lequel des participes passés ci-dessous convient pour compléter la phrase suivante? Les actrices se sont succédé sur scène tout au long de la représentation. Donc la bonne réponse c'est A. Se succéder, donc c'est un verbe pronominal, se succéder. Bon, c'est un verbe qui, parmi bien d'autres, bien sûr, qui représente une exception en français et bien sûr qui ne s'accorde pas. Donc les actrices se sont succédées sans le E du féminin et sans le S, bien sûr. Mais pour une meilleure maîtrise des règles d'accord du participe passé des verbes pronominaux, je vous invite à consulter les éclaircissements donnés à la fin de la vidéo, sur ma chaîne. Donc la vidéo s'intitule Préparation concours d'entrée à l'ENCG test questions d'examen, partie 8. Donc c'est la vidéo dans laquelle vous allez trouver des éclaircissements, des explications, des règles d'accord du participe passé des verbes pronominaux. Question 40. Quelle est la transformation correcte de la voix passive à la voix active de la phrase suivante? Les nomades furent chassés par les multiples tempêtes qui s'abattaient sur la région. Donc cette phrase, on va la mettre elle est à la voix passive, on va la mettre à la voix active. Donc la bonne réponse c'est D. Les multiples tempêtes qui s'abattaient sur la région chassèrent les nomades. Pourquoi on a mis le verbe au passé simple? Parce que justement le participe passé à la voix passive est au passé simple plus le verbe qui prend la forme de participe passé. Je vous rappelle encore une fois la règle de la voix active à la voix passive et l'inverse. Donc la voix active, nous avons le sujet qui devient un complément d'agent à la voix passive, précédé par, et le COD à la voix active qui devient sujet passif. Le problème c'est que je prends
le temps verbal du verbe à la voix active et c'est dans ce temps-là que je vais mettre l'auxiliaire être. Donc ici le présent, donc je vais mettre l'auxiliaire au être au présent et le verbe prend la forme d'un participe passé. Bien sûr, il s'accorde en genre et en nombre il accompagne l'auxiliaire être. Voilà donc c'est le passif dans différentes formes, temps, pardon. Question 41. Lequel des mots ci-dessous convient pour compléter la phrase suivante? Nous prions Dieu d'avoir pitié de tous les pauvres airs en mer. Ici, on est devant des homonymes. Les propositions données en A, en B, en C, en D sont des homonymes. Qu'est-ce que ça veut dire des homonymes? Ce sont des mots qui ont qui ont la même prononciation, mais qui s'écrivent différemment. Il s'agit de mots qui sont complètement différents. La unaire, qu'est-ce que ça veut dire? La proposition donnée en A, unaire, ça veut dire une surface, terrain, zone, espace. Un R, c'est une grossière chemise de poil de chèvre. Une R donnée en troisième proposition, ça veut dire l'époque, la période. Et un R, bien sûr, c'est un pauvre misérable. Bien évidemment, le choix, on va choisir le D, R, ça veut dire un pauvre misérable. Question 42. Lequel des mots suivants contient un préfixe? Décider, décéder, dévider, dépiter. Donc on va dire dévider, c'est le mot bien sûr qui contient le préfixe D. Bien sûr les autres choix donnés, bien sûr le D ne représente pas un préfixe dans décider, ni décéder, ni dépiter. Question 43. Lequel des mots suivants contient la lettre S prononcée Z? On va choisir le A, abasourdi. Donc on prononce abasourdi. Le B se prononce tournesol. Le C, parasol. Et D, vraisemblance. Question 44. Quelle est la liste exacte des traits articulatoires du phonème E? C'est le B, c'est voyelle orale, antérieure, ouverte, arrondie. Pour une meilleure connaissance des lieux d'articulation, mais aussi des modes d'articulation des voyelles, des consonnes et des voyelles nasales, je vous invite bien sûr à observer ces tableaux-là, parce qu'ils explicitent largement les modes d'articulation de chaque phonème en français. Je passe à la question 45. Quelle est la transcription phonétique correcte du mot enseignement? La bonne réponse c'est C, donc enseignement, c'est ça la bonne transcription phonétique. Question 46. À quel genre littéraire le texte suivant appartient-il? Donc je lis rapidement le texte. Par moment, pardon, une ouvreuse se montrait, affairée, découpant à la main, poussant devant elle un monsieur et une dame qui s'asseyaient, l'homme en habit, la femme mince et cambrée, promenant un long regard. Deux jeunes gens parurent à l'orchestre et se tinrent debout, regardant. Que te, que te dis-je, Hector? S'écria le plus âgé, un grand garçon à petite moustache noire. Nous venons trop tôt. Tu aurais bien pu me laisser achever mon
mon cigare. Donc il s'agit bien sûr de l'œuvre de Nana d'Émile Zola. Est-ce un genre, le genre narratif, épistolaire, poétique, théâtral? Qu'est-ce qu'on veut dire par épistolaire? Épistolaire, ça veut dire des lettres. Est-ce qu'il s'agit d'un texte qui prend la forme d'une lettre, de correspondance bien sûr? Donc la bonne réponse c'est A, c'est le genre bien sûr narratif. Il y a la narration, bien sûr, ici il y a l'imparfait, je crois le passé simple, et bien sûr il y a un mélange de récits et de discours. Question 47. À quel type le texte suivant appartient-il? Donc je lis rapidement. Toutes les lectures ne se valent pas, mais n'importe laquelle vaut mieux que pas de lecture du tout. Lire un journal, c'est mieux que se laisser imbiber passivement par le ronronnement audiovisuel. Lire un mauvais livre, c'est mieux que pas de livre du tout. Pourquoi? Parce que la lecture appelle la lecture et que la mauvaise finira toujours par entraîner à la bonne. Est-ce un texte descriptif, narratif, argumentatif, injonctif? Je vais dire que c'est un texte argumentatif. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le narrateur essaie de convaincre, ou bien sûr l'auteur essaie de nous convaincre de l'importance de la lecture. Il faut lire n'importe quoi, même les mauvais livres, mais on finit par, bien sûr, par avoir des lectures de qualité à la fin. Donc il faut lire au lieu de regarder les moyens audiovisuels, la télévision par exemple, et les moyens technologiques. Donc c'est un texte argumentatif. Question 48. Dans quel but le texte suivant est-il utilisé? La prise d'antibiotiques s'avère parfois indispensable, mais en abuser ça veut dire utiliser excessivement, en excès, risque souvent de générer un affaiblissement du système immunitaire. Voilà, le système immunitaire, ça veut dire le jihaz al-mana'i. Alors, avant de penser à la prise de n'importe quel antibiotique, demandez l'avis de votre médecin. Donc la bonne réponse c'est C. Donc ce texte est utilisé dans le but de mettre en garde contre la prise non prescrite des antibiotiques. Question 49. Voici les parties d'un texte présentées en désordre et numérotées de 1 à 5. Alors, je vous laisse le soin bien sûr de lire ces parties de texte et de choisir et de répondre à la question: laquelle de ces parties constitue la situation finale de ce texte? Donc, laquelle de ces 5 parties constitue la situation finale du texte? Il s'agit bien sûr de D, ça veut dire la partie 4. Donc la partie 4, c'est la situation finale. Donc l'ordre du texte sera de la manière suivante. On commence par le 2. Dimanche dernier, Christian, jeune étudiant, était en train de déjeuner sur la terrasse du restaurant L'Océan, point, suivi de 1. C'est alors qu'il aperçoit au loin une scène surréaliste, sans aucune personne pour la tenir. Une poussette avec un bébé dedans se dirige à toute vitesse en direction des eaux troubles du port. Point. Le 3. Quand personne ne peut l'arrêter, le landau tombe à l'eau. Le 5. Sans hésiter, le jeune étudiant court à toute vitesse, plonge à l'endroit précis et sauve le bébé. Point. Et à la fin, le 4. Après avoir jeté un coup d'œil sur le rescapé, ça veut dire sur le bébé qui est sauvé, Christian s'exclame: il va bien. Donc c'est le D. Question 50. De quelle disposition de rime s'agit-il dans l'extrait suivant? Donc bien sûr c'est un poème Les feuilles d'automne de Victor Hugo. Maintenant jeune encore et souvent éprouvé, j'ai plus d'un souvenir profondément gravé, et l'on peut distinguer bien des choses passées.
dans ces plis de mon front que creusent mes pensées. Donc les rimes sont disposées A, B, B. Il s'agit bien. La bonne réponse, c'est B, c'est rime suivie. Donc c'est rime suivie ou rime plate, A, B, B. Si ce sont des rimes croisées ou alternées, il y aurait A, B. Et pour le cas de A, B, A, ce sont des rimes embrassées. Question 51. Avec quel connecteur peut-on compléter le texte suivant? Les dynamos produisent une tension assez faible, ce qui requiert une importante intensité. Donc je dois choisir l'un de ces connecteurs, alors d'où mais c'est-à-dire la nécessité d'utiliser de gros câbles en s'exposant ainsi à d'importantes pertes, la résistance des dits câbles transformant une partie du courant en chaleur. Bien évidemment, il s'agit bien sûr de la conséquence. Donc on va utiliser la bonne réponse c'est B, c'est d'où. Donc on va dire d'où la nécessité d'utiliser de gros câbles. Question 52. Quelle est l'intention du narrateur dans l'extrait suivant? Je m'assis, alors une impatience nerveuse me courut dans les jambes. Je me relevai et je me remis à marcher. J'avais peut-être aussi un peu de fièvre, car mes mains, que je tenais rejointes, derrière mon dos, comme on fait souvent quand on se promène avec lenteur, se brûlaient l'une à l'autre, et je le remarquai. Puis soudain, un frisson de froid me courut dans le dos. Donc lui, Guy de Maupassant. Donc, quelle est l'intention du narrateur? Est-ce qu'il exprime un point de vue, un jugement, décrire des sensations, décrire un comportement? Donc la bonne réponse c'est C, c'est décrire des sensations. Donc on relève ici qu'il décrit son état bien sûr physique. Donc, il décrit des sensations. Question 53. Voici les phrases d'un texte présenté en désordre et numérotées de 1 à 5. Donc nous avons 5 phrases d'un texte. Question, quel est l'ordre qui convient pour constituer ce texte? Donc la bonne réponse c'est A, donc c'est le 3, le 5, le 2, le 4 et le 1. Je commence par le 3, donc toujours c'est la situation initiale. Il était une fois un empereur et une impératrice qui étaient si fâchés de n'avoir pas d'enfant, si fâchés qu'on ne saurait dire. Point. Ensuite le 5, ils allèrent à toutes les eaux du monde, vœux, pèlerinage, menu dévotion, tout fut mis en œuvre et rien n'y faisait. 2. Enfin, pourtant, l'impératrice devint enceinte et accoucha d'une fille. 4. On fit un beau baptême. Donc, le baptême, ça veut dire lorsqu'on célèbre la venue au monde d'un bébé. Et à la fin, le 1, on donna pour Marianne à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. C'est la situation finale. Question 54. Voici un texte à compléter. Donc, je vous invite bien sûr à lire. Donc, on va le lire ensemble. Nous avons la question. Dans quelle liste les mots sont-ils classés selon l'ordre convenable pour compléter ce texte? Donc, la bonne réponse c'est C. Paradis, coupe, désastre, fragilisé, humaine, forestière. Je reprends le texte. Aujourd'hui, beaucoup de forêts qui étaient des paradis ont été transformées en quasi-désert. Bien entendu, les coupes abusives et les incendies sont les principales causes de ce désastre écologique, mais ce qu'il faudrait reconnaître, c'est que l'humanité s'achemine vers une fin éminemment tragique, étant donné l'état de notre écosystème de plus en plus fragilisé. N'est-il pas temps de redéfinir le sens et les fondements de la vie humaine? L'humanité ne peut-elle pas arrêter de creuser sa propre tombe en détruisant ses richesses forestières? Donc c'est une question oratoire bien sûr. Voilà, donc la bonne réponse c'est C. Question 55.
laquelle des caractéristiques ci-dessous est inappropriée à la tragédie classique? Donc on va dire le A, mise en scène de protagoniste. Protagoniste, ça veut dire personnage principal, ordinaire et issu du peuple. On va dire que la mise en scène de protagoniste ordinaire et issu du peuple, c'est une caractéristique non pas de la tragédie classique, mais de la tragédie moderne. Et je cite l'exemple d'Antigone de Jean Anouilh, qui est une tragédie moderne. Pourquoi? Parce qu'on a inséré des protagonistes ordinaires, vulgaires, qui viennent du peuple. Donc pour le reste, ce sont le B, le C, le D, ce sont des caractéristiques de la tragédie classique. Question 56. À qui Madame Jourdain s'adresse-t-elle dans l'extrait suivant? Bien sûr, c'est extrait du Bourgeois gentilhomme de Molière. Dorante, comment, Monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du monde. Monsieur Jourdain, vous voyez. Donc Dorante, c'est un conte sans scrupules, bien sûr, qui cherche à tromper Monsieur Jourdain. Dorante encore, vous avez tout à fait bon air avec cet habit, et nous n'avons point de jeunes gens là à la cour qui soient mieux faits que vous. Donc elle essaie de le flatter ici. Pour le tromper, bien sûr. Monsieur Jourdain, il va répondre par aïe, aïe. Madame Jourdain, à part, donc à part c'est une didascalie, il le gratte par où il se démange. Voilà donc la question à qui Madame Jourdain, dans la dernière réplique, s'adresse-t-elle dans l'extrait suivant? À Monsieur Jourdain, à Dorante, à elle-même, au public, à Monsieur Jourdain et à Dorante. On va dire qu'il s'adresse à elle-même et au public. Pourquoi? Parce que bien sûr, elle est méfiante à l'égard de ce comte Dorante. Elle est méfiante de ses intentions. Donc ce n'est pas une femme naïve comme son mari, mais bien sûr qui connaît les desseins de ce personnage flatteur mais trompeur bien sûr. Question 57. Qu'expriment les verbes mis en gras dans le texte suivant? Donc nous avons deux verbes, s'enfla et monter. Donc je reprends le petit texte. Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. S'enfla, ça veut dire s'amplifier. Le bruit qui s'amplifie d'un coup. D'un atelier voisin montait le sifflement. Donc d'un atelier voisin, bien sûr, du cabinet du docteur, montait le sifflement, montait le bruit bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude. Dans le travail de tous les jours, le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants. On ne pouvait s'y arrêter. L'essentiel était de bien faire son métier. Donc c'est un extrait de La Peste d'Albert Camus. La question qu'expriment les verbes en gras s'enfla et monter dans le texte? Est-ce qu'il exprime une perception, une opinion, une action, un sentiment? Bien sûr, il exprime une perception, cette perception descend bien sûr par lui, par l'audition, par l'oreille. Question 58. Quelle tonalité domine dans les vers suivants? Dans le frais clair obscur du soir charmant qui tombe, l'une pareille au cygne et l'autre à la colombe. Donc il y a une comparaison de deux sœurs, avec l'une avec le cygne et l'autre à la colombe. Belles et toutes deux joyeuses, ô deux sœurs, voyez la grande sœur et la petite sœur sont assises au seuil du jardin, et sur elles un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles. Donc c'est un extrait des Contemplations de Victor Hugo. Donc quelle tonalité domine dans ces vers? Est-ce qu'il y a le pathétique, tonalité épique, tragique et lyrique? Donc tragique est lié bien sûr à la mort, à la tragédie. L'épique est lié bien sûr à l'épopée, à tout ce qui est héroïque, extraordinaire, des héros bien sûr, des héros historiques ou légendaires. Pathétique, ça veut dire ce qui suscite la pitié et la compassion. Donc
La bonne réponse, c'est D. C'est une tonalité lyrique, puisque les trois autres, bien sûr, ne renvoient pas à, n'expriment pas exactement ce que les vers expriment là. Question 59. De quel type de vers s'agit-il dans la strophe suivante? Donc c'est tiré des Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, tu contemples ton âme, dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre, moi, amer. Alexandrin, décasyllabe, octosyllabe, heptasyllabe. Après, bien sûr, découpage syllabique, on va se rendre compte qu'il s'agit d'alexandrin. Alexandrin, ça veut dire 12 syllabes en chaque vers. Dernière question, question 60. Quel sentiment Rimbaud exprime-t-il dans l'extrait suivant? En pensant à tous mes anciens voyages, et quand j'étais actif il y a seulement 5 mois, où sont les courses à travers les monts, les cavalgades, les promenades, les déserts, les rivières et les mers? Donc, quel sentiment Rimbaud exprime-t-il dans cet extrait? Est-ce qu'il exprime l'espoir? Non. La jalousie? Non. La nostalgie? Oui. La joie? Non. Donc, il exprime là. Donc, la bonne réponse, c'est C, la nostalgie. Ainsi se termine cette correction. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.